Parlons peu, parlons IE, le podcast de l'intelligence économique. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir à nouveau Marc Morcos, chargé d'enseignement et doctorant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour ce deuxième épisode portant sur l'État libanais, État de non-droit. Dans cet épisode, nous analyserons les impacts de cette situation sur la population et l'économie, ainsi que les soutiens et financements en jeu. Bonjour Marc. Bonjour Colline. Pour commencer, une question un peu générale. Comment l'instabilité politique affecte-t-elle l'économie libanaise ? Dans toute économie, dans tout État, dans tout lieu, espace géographique, marché, il faut une stabilité pour que l'économie puisse circuler de manière normale. C'est-à-dire qu'il serait difficilement envisageable de parler d'une économie qui est florissante dans une région qui est explosive. L'explosivité désencourage les investissements. L'explosivité fait que les investissements qui existent déjà, les acteurs qui existent déjà sur le marché sont réfractaires à un développement de leur activité, et c'est tout à fait normal. Parce que dans un État comme le Liban, où vous avez une milice qui choisit pour le compte de l'État quand est-ce qu'il faut faire la paix, quand est-ce qu'il faut faire la guerre, quand est-ce qu'il faut s'engouffrer dans une aventure régionale, au soutien de l'Iran, au soutien de la Palestine, au soutien de la Syrie, au soutien du Yémen, au soutien de l'Irak, ou peu importe quelle autre région du monde il souhaite soutenir, naturellement, l'économie est malade. Elle est malade parce que les gens ne consomment plus, parce que les investisseurs n'investissent plus, parce que c'est une région tellement dangereuse que les économies d'une ville peuvent partir en fumée. Donc non seulement les acteurs internationaux, mais également les acteurs locaux et régionaux ne sont pas intéressés par l'investissement au Liban. Et comme l'économie est circulaire, on le sait tous, c'est un principe de base, moins d'investissement, moins de consommation, baisse des prix, et donc on est dans un cycle qui va à l'envers, tantôt inflation, tantôt déflation, mais jamais dans le sens du consommateur, et jamais dans le sens de la régulation de l'économie. C'est une sorte d'économie qui est tellement libre, tellement sauvage, mais à la fois tellement mise en danger par les acteurs régionaux, c'est une économie qui n'est pas viable, qui ne peut pas survivre. Ce qui explique les milliers de pourcents d'inflation à la fois financière et des prix sur le marché libanais aujourd'hui. Vous en avez parlé un petit peu, mais quels sont-ils et quel rôle jouent les acteurs internationaux et régionaux dans cette crise ? Aujourd'hui, si je prends la crise de manière isolée, c'est-à-dire cette crise en particulier, mais même si j'essaye de la mettre en relation avec les crises qui ont précédé, c'est toujours les mêmes. D'un côté, vous avez le Hezbollah qui déstabilise l'économie, et ça c'est un fait qui est regrettable, mais qui fait aujourd'hui partie intégrante du paysage libanais, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles. On va voir ce qu'il en sera après la fin de cette guerre et après avoir vu les conséquences de cette guerre sur le rôle politique du Hezbollah dans la région et au Liban. Et de l'autre, vous avez des acteurs qui ont toujours été une sorte d'amis du Liban, d'alliés, je dirais même, en tout cas d'États ou d'organisations internationales même, qui étaient à côté des Libanais dans les différentes crises. Et ça se résume normalement à la présence, à l'influence, à la participation des acteurs occidentaux. Je pense notamment aux États-Unis, mais je pense également à l'Union européenne et à d'autres amis du Liban. Je pense aussi aux États arabes, notamment ceux du Golfe arabe, en particulier l'Arabie saoudite, mais également les Émirats arabes unis, le Qatar pendant un temps. Tous ces acteurs ont concouru dans le passé au rétablissement de l'économie libanaise lorsqu'il le fallait, notamment après les guerres. Les États-Unis et l'Union européenne, particulièrement par leur soutien constant aux institutions et tout particulièrement l'armée libanaise, comme force de stabilité pour eux dans la région, ce qui favorise un rétablissement économique, mais également un rétablissement politique,
et un rétablissement gouvernemental au Liban. Les États arabes, chacun de manière respective, parce qu'ils n'ont pas tous participé de la même manière, à la reconstruction après les guerres, parce que ce sont des États qui ont beaucoup investi dans la reconstruction des régions qui étaient endommagées, mais également dans leur soutien pour les institutions, les différents ministères, les intérêts stratégiques. Donc nous avons eu la chance par le passé d'être soutenus par des acteurs internationaux qui sont très influents, et très influents dans la région du Moyen-Orient et du Proche-Orient en particulier. En revanche, aujourd'hui, les choses ne se présentent pas de la même manière. Pourquoi est-ce qu'elles ne se présentent pas de la même manière? Parce que j'ai l'impression que déjà depuis un temps, avec les histoires de corruption et la crise économique qui est générale que le Liban connaît depuis quelques années, j'ai l'impression déjà que les Occidentaux sont plus réservés. Ils conditionnent le financement, même à travers le soutien de la Banque mondiale, du FMI, etc. Les Arabes, les États arabes, j'entends évidemment, conditionnent également leur soutien à un changement du paysage politique. Les États arabes, et en particulier l'Arabie saoudite, ne souhaitent plus voir le Hezbollah au gouvernement, ne souhaitent plus que le Hezbollah puisse amener à la présidence de la République son propre candidat, ne souhaitent plus que le Hezbollah puisse mettre un Premier ministre, ou comme on l'appelle nous, un chef du Conseil ou un président du Conseil des ministres, au sérail qui aura une tendance, un penchant pour eux. Donc non, aujourd'hui les choses sont un petit peu différentes. Aujourd'hui, le changement du paysage politique et institutionnel s'impose et est demandé au moins. Donc à condition que ces États-là ne changent pas de position entre-temps, il est inévitable pour le Liban, pour retrouver ses soutiens naturels, je dirais, parce qu'aujourd'hui ce sont les mêmes soutiens depuis longtemps, pour retrouver ses soutiens naturels, il faut que le Liban fasse un effort de son côté. Et donc, actuellement, quels sont les principaux freins à la reprise économique si justement ces soutiens habituels du Hezbollah ne les soutiennent plus de la même manière qu'avant? Comment le Hezbollah continue-t-il à se financer et quels sont les principaux freins pour le Liban? Alors attention, lorsque je parlais des Occidentaux, je parlais des États arabes, j'en entendais pas du tout que c'était les soutiens du Hezbollah, mais les soutiens de l'État. Mais si votre question concerne les soutiens habituels du Hezbollah, c'est-à-dire en particulier l'Iran, mais également tout le réseau de financement qui existe et qui est propre au Hezbollah, à travers le blanchiment d'argent, à travers les crypto-monnaies, à travers une sorte de commerce qui existe entre certains États du continent africain, certains États européens, dont la France, et cette boucle qui finit au Liban pour pouvoir blanchir et faire bouger les capitaux. Il est vrai que le Hezbollah est affaibli. Oui, il n'est plus soutenu de la même manière, en tout cas dans le contexte actuel, parce que l'Iran aujourd'hui est essoufflé par cette guerre, parce que le Hezbollah est lui-même essoufflé par cette guerre, et surtout par la chute du régime Assad en Syrie. Il faut savoir que sous le régime Assad en Syrie, et surtout pendant le contexte de la guerre et de l'après-guerre, oserais-je dire, en Syrie, on avait une situation où il y avait des milices qui avaient le contrôle de certaines parties du territoire en Syrie. Et ces milices sont des milices pro-iraniennes, dont le Hezbollah, qui assuraient une sorte de route de financement, d'armement, d'échanges humains, d'échanges d'expertise, d'échanges stratégiques de manière générale, qui est aujourd'hui coupé par la chute du régime syrien. Parce que le régime syrien Assad, qui tenait, grâce à l'intervention de ces milices, qui ont combattu auprès de lui pendant la guerre en Syrie, après être tombé, ses routes sont compromises. Ces routes ne peuvent plus fonctionner de la même manière, elles ne fonctionnent plus de la même manière. L'organisation des frontières, de la frontière syro-libanaise n'est plus la même. L'organisation des routes en Syrie n'est plus la même. Donc aujourd'hui, cette sorte de croissant chiite iranien d'influence, j'entends, ce n'est pas une question de population, qui s'étendait de l'Iran jusqu'au Liban et la Palestine, est aujourd'hui rompu. Et il est rompu vraiment au milieu. D'un côté, on a l'Iran et l'Irak aujourd'hui, et de l'autre côté de ce croissant, ce qui reste, c'est le Hezbollah et le Hamas. Aujourd'hui, la Syrie n'est plus. La Syrie, j'entends la Syrie pro-iranienne. Donc oui, ils sont affaiblis. Est-ce que cela suffira pour mettre un terme
à leur présence telle qu'elle est aujourd'hui et les affaiblir en tant que force déstabilisante au Liban et dans la région, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que le Hezbollah ne repose pas seulement sur le financement qui lui est accordé par l'Iran ou sur l'armement qui lui est accordé par l'Iran. Le Hezbollah est à peu près autonome aujourd'hui, en tout cas c'est ce que montre son organisation actuelle. Le Hezbollah repose sur un financement qui est très solide, notamment par le marché de la drogue, qu'il contrôle, je dirais, dans plusieurs régions du monde, sur plusieurs continents, en Amérique latine, en Afrique, au Proche-Orient et dans certaines régions de l'Europe. Donc je ne sais pas si cela suffira. Et donc, quelles seraient les solutions qui pourraient permettre de restaurer une stabilité économique durable? Tout d'abord, il faut mettre fin au Hezbollah. D'une manière ou d'une autre, il peut continuer à exister sous une forme politique. Il ne peut plus continuer à exister sous une forme milicienne et mafieuse. Parce que tant que ce facteur de déstabilisation existe, je pense que les investisseurs qui ont fait l'erreur il y a quelques années d'investir au Liban ne feront pas cette même erreur aujourd'hui, au risque de voir leurs investissements partir en fumée à la moindre bifurcation dans l'agenda iranien régional. Donc il faut trouver une solution pour le Hezbollah, d'abord. Ensuite, il faut remettre l'État sur pied au Liban, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'institution étatique. Il n'y a plus d'institution étatique. On n'a plus de services publics, on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau, on n'a plus de transport en commun, on n'a plus de routes, on n'a plus de communication qui répondent aux besoins de cette ère et de notre temps. Donc c'est un vrai problème. On a une sorte de pays qui est handicapé par le blocage institutionnel que nous ont imposé le Hezbollah et ses alliés pendant un temps. Et ça ne va pas aller mieux si nous ne trouvons pas une sorte de solution également en politique. Donc, évidemment qu'il y a une question qui est relative à la corruption. La corruption est bien présente au Liban, mais elle est présente ailleurs dans le monde. Ça n'a jamais empêché un État de fonctionner comme ça l'a fait au Liban. Donc je ne sais pas si la corruption au Liban est démesurée au point où elle empêche l'État de se remettre sur pied. En tout cas, je ne pense pas que la corruption à elle seule s'oppose au rétablissement de l'économie libanaise et de l'État libanais dans ses institutions. Il y a également une question qui est relative à la pérennité du système libanais. Si les questions sociales aujourd'hui au Liban précèdent, c'est parce que le système ne permet pas aux gens de vivre ensemble de manière paisible. Le contrat social est rompu. Donc il faut également absolument trouver une solution à la crise sociétale libanaise, à la crise intercommunautaire libanaise. Il faut que les gens puissent vivre ensemble de manière paisible. Il faut pouvoir rétablir un vrai contrat social, avoir une vraie paix sociale pour la sérénité, pour la prospérité, pour que le Liban puisse se remettre sur pied. Merci Marc pour ces éclaircissements. Merci Colline, toujours un plaisir.